Un grand bonjour à toutes et à tous et bon week-end, merci d'être là. Comme chaque samedi et dimanche, vous le savez, sur BFM Business et 01 TV, c'est En route pour demain, votre magazine dédié à toutes les mobilités avec Pauline Ducamp. Bonjour Pauline. Bonjour François. Ravi de te retrouver avec au sommaire d'En route pour demain ce week-end. Les bornes, mais où sont-elles? Vous êtes de plus en plus nombreux à acheter des voitures électriques, mais pouvez-vous vous recharger? Julien Bonnet va répondre à cette question. Et oui, puisqu'il les a toutes testées une par une. Et puis on évoquera le transport aérien avec l'exemple EasyJet qui a un objectif zéro émission et le directeur général d'EasyJet sera sur ce plateau dans un instant. Zéro émission, ce grand SUV premium l'est aussi. Son nom, le Lexus UX, et c'est Antoine Larigauderie qui a pris le volant, c'est l'essai de la semaine. Et je veux ce bleu, il est très très beau. Et puis on évoquera l'autopartage avec un nouveau service innovant qui s'appelle Getaround et son fondateur sera avec nous tout à l'heure. Et bien voilà, vous savez tout. Bienvenue dans En route pour demain sur BFM Business, à la radio, à la télé et sur 01 TV. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. En route pour demain, Pauline, votre rendez-vous maintenant, hein, vous en avez l'habitude. Tous les week-ends pour parler de toutes les mobilités. Et avant d'évoquer dans quelques instants le transport aérien, eh bien on va accueillir notre première invité que vous connaissez, bien évidemment. C'est Julien Bonnet, notre journaliste auto, qui va nous parler voiture électrique. Bonjour Julien. Bonjour Pauline, bonjour François. Bonjour Julien. Voiture électrique, je dis même, on va plutôt parler des bornes, parce que c'est vrai, vous êtes de plus en plus nombreux à acheter des voitures électriques, vous êtes plus de au moins 1 sur 10 au mois de septembre à en avoir acheté une, mais alors il y a toujours une question qui revient quand on parle voiture électrique, c'est est-ce qu'on va pouvoir se recharger? Alors la recharge généralement au quotidien, ça se passe pas trop mal, on la recharge soit chez soi, soit au travail, mais c'est plutôt quand on va aller dans une ville à côté, voire quand on va essayer de partir en week-end. Alors le gouvernement avait un objectif de 100 000 bornes cette année, dans un tweet récent, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, parlait même d'1 million de bornes sur tout le territoire. Donc les chiffres enflent. 10 fois plus quand même. Complètement, ça prend de la hauteur. Alors Julien, on en est où en fait dans tous ces objectifs gouvernementaux? Oui, alors c'est vrai que ce dernier tweet, il sème un peu la confusion, parce que quand on ne suit pas le sujet de près, finalement il résume la chose en 1 million de bornes. En fait, pour être précis, c'est 1 million de bornes, mais toutes confondues. C'est-à-dire les bornes de recharge publique, donc tout le monde peut y accéder. Et puis la tienne, la mienne, etc. Voilà, les bornes à domicile, les bornes entreprises. Et ça, on m'a expliqué qu'en fait, c'était une estimation qui est réalisée par Enedis. On ne peut pas vraiment savoir le nombre de bornes exactement qu'il y a sur le territoire. Donc finalement, c'est un chiffre estimé. Et là, en effet, on approcherait à la fin de l'année du million de bornes. Mais ça ne veut pas te dire grand-chose finalement. C'est ça, parce qu'en fait, ce ne sont pas des bornes qui sont accessibles à tout le monde. Et surtout, si on n'a pas bien suivi le sujet, on peut se dire, tiens, il y avait un objectif fin 2021 à 100 000 bornes. Là, on nous parle d'1 million. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une explosion des bornes pendant la pandémie. En une nuit. Voilà, c'est ça. Et non, en fait, 1 million de bornes, donc c'est ça, c'est la grande majorité, c'est des bornes en entreprise et à domicile. L'objectif de 100 000 bornes, il ne va pas être atteint. On est à peu près à 50 000 bornes aux dernières estimations. Donc la moitié à peu près. Oui. Donc à peu près la moitié. On en C'est est déjà loin, bien en même quand temps. Oui. C'est ça. Finalement, il ne faut pas voir la chose comme un objectif qui a été raté. En fait, l'objectif, déjà, de base, il était assez ambitieux. Il avait été présenté comme justement une sorte de trajectoire, de but à atteindre, en sachant qu'on n'allait pas forcément l'atteindre à la date, mais que ça allait un peu stimuler les différents acteurs, etc. Et ça, c'est plutôt une réussite. J'en discutais récemment avec l'AVER, donc qui est l'association nationale pour promouvoir la mobilité électrique, donc qui est très attachée à ces objectifs de points de recharge, parce qu'ils ont bien conscience que la recharge publique, c'est justement essentiel pour ceux qui n'ont pas une borne à domicile ou en entreprise, ou ceux qui veulent se déplacer. Rassurer. Et pour se rassurer aussi, parce que c'est vrai que ça représente très peu de charge, mais quand on sait qu'on ne va pas pouvoir se recharger, ça n'incite pas vraiment à acheter une voiture 100% électrique. Et donc là, la croissance quand même, elle est assez énorme, parce que c'est plus 50% de bornes par rapport à l'année dernière, donc il y a quand même eu un gros effort au niveau de l'installation. On me donnait aussi un chiffre intéressant, c'est que finalement les bornes installées là, sur la dernière année, c'est l'équivalent des bornes qui avaient été installées entre 2014 et 2017. Alors certes, la voiture électrique n'était pas encore très développée à cette époque-là, mais c'est bien représentatif de dire qu'en un an, finalement, on a installé autant de bornes qu'il y a quelques années seulement, en 3 ans. Alors quand on parle, mais là on parle bornes classiques, mais si on parle bornes de recharge rapide, parce que c'est finalement ce dont on a besoin, si
si on part en week-end pour recharger en une demi-heure rapidement et poursuivre son trajet. Là aussi, c'est plutôt positif. Alors, il n'y a pas de chiffres vraiment récents, mais la France a fixé un objectif quand même assez ambitieux, plus ambitieux que l'objectif européen. C'est-à-dire que là, l'idée sera d'avoir une borne de recharge rapide sur la totalité des aires d'autoroute du réseau concédé à horizon 2023, alors que l'Europe, elle préconise une borne tous les 60 km à horizon 2025. Donc là, on sent que la France, elle veut vraiment aller de l'avant sur cette capacité de recharger rapidement lors de ses déplacements. Et c'est vrai que c'est un des enjeux de la voiture électrique comme véhicule principal du foyer, c'est de pouvoir partir en vacances avec, comme on faisait avec sa voiture thermique. Ça demande bien sûr de repenser toute l'expérience de voyage, et ça sera normalement possible à fin 2023 de manière beaucoup plus réaliste qu'actuellement. Julien, est-ce qu'on a une idée du nombre de bornes qu'il faudrait en France, sur le territoire, pour avoir un maillage correct? Il y a des études qui ont été faites sur ce sujet ou pas? Oui, il y a des études. Alors les chiffres arrivent très rapidement à dépasser les 100 000 bornes. Je crois que de mémoire, à horizon 2030, on préconisait des 250 000 bornes, des 300 000 bornes. Mais en fait, tout ça, ça va avec l'importance du marché de l'électrique. Aujourd'hui, les ventes, comme rappelait Pauline en introduction, elles sont très importantes. Même si on inclut les hybrides rechargeables qui peuvent aussi avoir besoin d'une borne de recharge publique, peut-être d'autant plus s'ils n'ont pas de recharge à domicile parce qu'ils sont encore avec le moteur thermique dans la voiture. C'est presque une vente sur 3 là, sur le mois d'octobre. Et donc là, voilà, comme a priori on attendra 50% des ventes de véhicules neufs, ce qui est énorme, à partir de 2025, et 80% à horizon 2030, avec cette fameuse échéance fixée par l'Europe d'interdire les ventes de voitures thermiques, les hybrides seraient inclus aussi. Donc finalement, on passerait vraiment au 100% électrique à horizon 2035. Finalement, cet accroissement du réseau de bornes, elle est encouragée par toute cette dynamique commerciale sur les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables. Mais alors avoir des bornes, c'est bien. Il faut aussi les trouver, parce que, et ça c'est moins évident a priori d'arriver à trouver la borne et d'avoir une libre et une qui fonctionne. C'est sûr que c'est caché. C'est un des gros enjeux. Non, c'est vrai. Et puis pour avoir un peu creusé la question là, ces derniers temps, on voit finalement que des sites qui se présentent comme des références de la recherche de bornes, des fois ils sont critiqués par certains utilisateurs parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Donc du coup, ils sont 3 ou 4 applications, sites indépendants à proposer vraiment un service de cartographie de bornes. Alors l'idéal, c'est aussi de savoir la disponibilité avant de vous rendre à la borne, de savoir s'il n'y aura pas une personne qui sera stationnée pendant 1 heure, 2 heures sur place. Ça semble un peu la base. Le type de connecteur, bien sûr, tous les câbles qui existent et les différentes prises pour brancher son véhicule. Et c'est vrai que jusqu'ici, on peut avoir le réflexe de se tourner vers son système embarqué, et l'expérience, elle n'était pas vraiment concluante. À une exception près, Tesla, mais c'est aussi parce qu'ils possèdent leur propre réseau de recharge rapide. Donc oui, ils avaient pensé dès le départ le fait de dire on vend les voitures électriques, mais on vous vend aussi finalement le réseau et la capacité d'y accéder. C'est ça, voilà, vraiment pour les déplacements plutôt longue distance, où finalement là, il y a vraiment une facilité d'utilisation. On rentre sa destination, par exemple un Paris-Marseille, ça va vous donner les 3 étapes de recharge avec le temps d'arrêt à ces étapes-là. Vous suivez bien sûr les recommandations ou pas, mais c'est vrai qu'elles sont tellement efficaces qu'en fait, on va les suivre naturellement. Et là, l'évolution récente, c'est justement que ces superchargeurs, ils seraient ouverts. Il y a une expérience qui a commencé aux Pays-Bas pour les ouvrir à d'autres véhicules. Alors aujourd'hui, en France, ça représente à peu près 1000 bornes de recharge. Mais on se rend compte que par rapport à l'objectif des 100 000 et le chiffre actuel des 50 000, c'est pas non plus négligeable. Et en plus, c'est un réseau qui est assez fiable, qui a fait ses preuves, qui est rapide. Oui, qui est bien entretenu, comme tu disais. Oui, voilà. Et ça sera aussi une possibilité de progresser dans cet objectif. Et les autres acteurs sur lesquels on peut compter aussi pour trouver plus facilement une borne seraient Apple et Google, qui jusqu'ici sont un peu encore timides. Google Maps, Waze côté Google et tout l'écosystème Apple. Finalement, c'est vrai que comme c'est des marques très proches de leurs utilisateurs et qu'il y a cette possibilité de faire miroir avec le smartphone sur la voiture, on s'attend vraiment à des évolutions de leur part et pouvoir vraiment avoir une cartographie assez complète et précise des bornes existantes. En attendant que Apple nous sorte son fameux véhicule, on attend toujours. Électrique et connecté et peut-être autonome pour aller directement à la borne se charger. Mais peut-être que demain Apple déploiera aussi des bornes électriques. Ça fait partie. Un véhicule, puisque vous savez, c'est une longue rumeur qui se poursuit sur Internet, avec toujours de temps en temps des petites informations supplémentaires. Qui arrivent au compte-gouttes. Oui, qui arrivent au compte-gouttes. Julien, merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Et tout de suite, on enchaîne avec notre invité. On va parler transport aérien dans En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Et donc on passe de la Terre
on passe dans les airs. C'est pas mal, ça va. Petite transition, mais on va toujours parler d'électrique. Bertrand Godino, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'EasyJet en France. Et alors, EasyJet s'intéresse à l'avion électrique dans une stratégie globale de décarbonation. Tout à fait. Effectivement, EasyJet a vraiment l'objectif d'être la figure de proue en termes de décarbonation de l'industrie aéronautique. Et dans ce cadre-là, on regarde un petit peu énormément ce qu'on peut faire pour changer la dynamique et les technologies qu'on peut utiliser. Alors, il faut savoir que déjà depuis un certain nombre d'années, on a travaillé pour réduire de plus d'un tiers nos émissions carbone depuis 2000. Et on travaille énormément pour accélérer ça grâce à des technologies d'écopilotage, mais également grâce à l'investissement sur des avions de dernière génération type A321 Neo. Mais qui consomment moins, qui sont moins bruyants en plus, enfin qui ont que des avantages. Effectivement, donc ils ont environ 15% d'émissions de carbone en moins, donc c'est quand même un élément extrêmement important, et plus de 50% de baisse de bruit au décollage, donc il y a un avantage sur les personnes qui habitent à côté des aéroports. Oui, c'est une prise en charge finalement de la pollution au global, pollution en termes de CO2, mais pollution aussi sonore pour... Oui, tout à fait. En fait, évidemment, la partie émissions carbone est un point extrêmement important. Depuis 2019, on compense l'ensemble de nos émissions carbone et on cherche à accélérer cette transition énergétique. Et comment on compense? On plante des arbres? Comment vous faites concrètement? Alors, dans la compensation, en fait, on travaille avec des organismes qui nous certifiés par EcoAct, qui permettent d'avoir un certain nombre de programmes, dont évidemment des programmes où on plante des arbres, mais il y a aussi beaucoup d'autres programmes qui sont mis en place pour permettre de compenser ces émissions carbone. Alors Bertrand, il y a plein de sujets passionnants, hein, parce que c'est vrai que au-delà du retour du transport aérien qui a vécu une crise sans précédent, tiens d'ailleurs en aparté, ça y est, le marché de l'aérien repart. Est-ce que les chiffres sont au vert chez EasyJet pour cette fin d'année? Évidemment, on a vécu une crise sans précédent. Hein. Sur la période la plus difficile, on était à moins 89% par rapport aux années précédentes. Sur l'été, on était à environ 70%, un peu plus de 80% en France, où notre présence sur le réseau domestique nous a permis de mieux résister que sur d'autres marchés. Et donc, quand on se tourne vers l'avenir, on voit que depuis quelques années, vous communiquez justement sur l'avion de demain, avec ces deux stratégies, hein, Pauline. Il y a d'un côté l'hydrogène, mais aussi le tout électrique. Et vous avez annoncé que d'ici 2023, il y aurait sans doute des vols de test, en tout cas des vols, on va dire, assez concrets, de moteurs électriques. Alors en fait, depuis 2017, on a signé un partenariat avec une société, une start-up américaine qui s'appelle Wright Electric. Et depuis, sur un avion électrique, et depuis 2019, un partenariat avec Airbus. Hein, nous sommes aujourd'hui avec une flotte 100% Airbus pour développer des avions à l'hydrogène. En fait, il y a une notion d'électrification de ces avions-là qui est importante. Ça va sans doute se faire au fur et à mesure. Voilà. Après, l'objectif, on est assez confiant que vers 2035, on pourra avoir des vols commerciaux qui permettront de voyager sans émettre de carbone. Mais ce seront des avions qui seront comme les A320, les A321 que vous exploitez aujourd'hui. Ce sera des avions plus petits? Alors, notre objectif, c'est de rester sur un même modèle, hein, c'est-à-dire d'avoir un type d'avion qui soit le même, suffisamment de passagers pour avoir un modèle économique qui soit viable. Et donc, l'objectif, effectivement, c'est d'avoir des avions qui soient du même type de taille que ce qu'on a aujourd'hui. Mais en termes de coûts, parce que finalement, on se dit, vous compensez en termes d'émissions carbone, il y a ces investissements qui sont avec des partenaires, mais ça va quand même vous demander de renouveler votre flotte. C'est beaucoup d'investissements. On connaît EasyJet pour ses billets à prix extrêmement abordables. Vous allez pouvoir rester sur ce créneau-là? Alors notre objectif, c'est évidemment d'arriver à avoir le bon équilibre entre des billets avec un très bon rapport qualité-prix et également d'avoir cet engagement vers le net zéro qui est aujourd'hui une priorité stratégique pour EasyJet. Donc oui, ça va coûter de l'argent. C'est pour ça qu'on investit aujourd'hui, malgré la crise, dans cet engagement, qu'on a un engagement sur la durée qu'on cherche à développer. Vous savez combien ça va vous coûter de passer justement, d'arriver à ce zéro émission nette? Alors, enfin, aujourd'hui, c'est un petit peu tôt puisqu'on n'a pas encore le prix des avions, on n'a pas encore le prix de l'hydrogène notamment. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Aujourd'hui, on s'attache vraiment à avoir cette transition sur ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à ces avions de dernière génération, grâce à l'écopilotage, grâce à la compensation, tout en travaillant sur cette transition vers le futur.
Donc on est d'accord que le futur de l'aviation, c'est de l'électrique, mais couplé à l'hydrogène. On ne peut pas imaginer un avion avec simplement des batteries. Alors en fait, il y a à terme, sans doute, oui, pour du court courrier. Pour du moyen courrier, effectivement, ce qu'on voit, c'est une électrification de l'avion. Donc, on va commencer par certains éléments dans l'avion, puis le coupler avec, effectivement, sans doute un moteur à l'hydrogène pour avoir cette transition au fur et à mesure. Un peu comme l'hybride des véhicules aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a du thermique, et puis il y a des moments où c'est l'électrique. Voilà, tout à fait. Vous avez la même logique. En particulier au sol, l'électrique est très adapté. Et puis après, il y a une question de distance et de taille d'avion. Et donc, effectivement, nous, on se positionne on est sur des destinations court et moyen courrier sur lesquelles cette transition énergétique ira beaucoup plus vite que sur du long courrier. Et ça veut dire que du coup, dans chaque aéroport, vous allez devoir aussi disposer de stations-service à hydrogène qu'il va falloir aussi installer. Ça va être un coût aussi important ? Tout à fait. Donc on travaille avec les aéroports, notamment les aéroports de Paris et puis de Lyon, sur préparer cet avenir, notamment pour pouvoir avoir la possibilité de finalement refaire le plein d'hydrogène dans son avion. Mais est-ce que vous travaillez avec les autres compagnies aériennes ? Là, c'est chacun sa stratégie, ou est-ce que, mine de rien, vous vous retrouvez autour d'une table en disant, bah tiens, voilà, d'ici 2035, de toute façon, il va falloir qu'on évolue. Essayons de mettre des infrastructures communes en place. Comment ça se passe ? Alors nous, je pense qu'on a vraiment pris une stratégie qui est différenciante autour de cet engagement autour de l'environnement. Et donc on travaille plutôt avec les constructeurs et avec les aéroports pour assurer cette transition. On ne va pas développer un avion tout seul, on va le faire avec notamment Airbus. Mais là, je parlais des infrastructures d'hydrogène, etc. On peut imaginer que demain, Air France, enfin toutes les grandes compagnies, auront besoin aussi de ce type Donc c'est probable qu'effectivement, le jour où elles feront cette transition-là, elles auront aussi besoin de ça. Nous, notre culture, c'est d'innover. Et donc on cherche à aider les aéroports, aider les constructeurs à apporter des solutions pour cette transition énergétique. C'est un peu paradoxal, non ? Parce que c'est vrai qu'avec la COP26 qui vient de s'achever, on a beaucoup taper sur le secteur aérien et notamment sur les compagnies low cost comme l'un des piliers qui justement émet du CO2. Là, vous prenez le contre-pied. Est-ce que vous pensez que ça peut ramener notamment un public plus jeune qui des fois ne veut pas prendre l'avion vers vos vols, vers votre compagnie ? Oui, alors effectivement, les gens ont pris une conscience du voyage et ça c'est important. Donc nous, on s'engage là-dessus, notamment à avoir des avions qui soient plus pleins. Donc ça veut dire que les émissions par passager sont évidemment moins importantes. Et puis effectivement, le fait qu'on s'est fait le choix énergétique, on pense que c'est un élément différenciant que les jeunes générations en particulier. Mais je pense que l'ensemble des gens qui voyagent sont sensibles. Les entreprises sont de plus en plus sensibles aussi à ce critère-là dans le cadre de leur politique RSE. Et on est là pour les accompagner dans ces projets-là. Dernière question, c'est vrai qu'il y a cet avion bashing en ce moment. C'est vraiment, à votre avis, l'arme, on va dire, le fait de décarboner en quelque sorte le transport aérien pour justement que vous retrouviez une certaine popularité ? En fait, je pense que ce n'est même pas une question de popularité, c'est une question de mission qu'on s'est donnée, nous, pour se dire, effectivement, on a besoin de faire cette transition pour l'impact sur la planète, pour aussi ce que nos clients souhaitent, et on est là pour les accompagner le plus rapidement possible dans cette transition. Merci beaucoup Bertrand Godino, merci pour toutes ces précisions passionnantes. Hein. Donc on aura des effets concrets d'ici une bonne dizaine d'années à votre avis ? Alors en fait on a déjà des effets concrets puisqu'on a baissé de plus d'un tiers nos émissions carbone depuis 2000. On a lancé des avions 321 Neo à Roissy cette année qui réduisent de plus de 15% des émissions carbone. Donc c'est quelque chose que l'on fait c'est pas du jour au lendemain qui se fait par étapes. Et nous on est vraiment engagés sur la durée pour permettre d'avoir cette transition. C'est pas une décision qu'on a prise hier, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à inscrire pour le futur. Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes directeur général d'EasyJet en France. Merci. Et Pauline, il est temps de retrouver notre essai de cette semaine. Absolument, et on va rester dans l'électrique puisqu'on va parler non plus avion mais voiture. Et du coup, on va partir chez Toyota. Alors, le constructeur japonais va bientôt présenter en tant que tel sa première voiture électrique. Mais en fait, dans le groupe, il y en a déjà qui existent. C'est sous la marque Lexus avec l'UX300e. Antoine Rigaudry et Louis Tellier ont pris le volant. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. La révolution électrique, elle a lieu chez tous les grands constructeurs mondiaux. Mais comment se déroule-t-elle chez le supergéant Toyota qui, pendant des décennies, a régné en maître sur la technologie hybride? Est-ce que c'est aussi simple finalement de passer d'une technologie à l'autre? Le 100% électrique chez Toyota, il n'y a pas 36 modèles, il y en a deux. Il y a le Pro Ace, qui est un utilitaire qui est développé avec Stellantis. Et il y a cette voiture, la Lexus UX300.
UX300E, c'est un nom difficile à prononcer, mais c'est son nom, c'est une sorte de SUV crossover qui est donc 100% électrique, premium et qui se veut comme tel pour ainsi conquérir le marché du 100% électrique. Un SUV Lexus à la sauce 100% électrique, qu'est-ce que ça donne? On voit ça tout de suite. La première impression qui saute aux yeux, c'est qu'on est vraiment, mais vraiment, d'autant plus dans une Lexus qu'elle est 100% électrique. C'est à se demander, finalement, si Lexus n'aurait pas dû faire du 100% électrique dès le début, parce que depuis des décennies, c'est vraiment une marque qui nous habitue à des voitures très très confortables, très high-tech, très premium. On est vraiment dans un cocon, on est vraiment dans une Lexus. Alors côté performance, évidemment, c'est pas du tout un engin sportif, c'est vraiment un SUV urbain électrique. Donc elle a un comportement très doux, très calme, très zen, très Lexus encore une fois. Et ce qu'il faut retenir, c'est la puissance du moteur. Il y a un moteur électrique qui est sur le train avant, qui est d'une puissance équivalente à 204 chevaux. C'est une traction, c'est pas du tout une transmission intégrale comme certains véhicules électriques, mais ça permet de largement pouvoir tracter cette voiture qui est pas forcément très légère, 1,7 tonne, mais avec un relatif dynamisme. On a pu tester les accélérations qui sont quand même assez sympathiques. Mais c'est pas le meilleur moyen d'utiliser cette voiture, et notamment en ville. Dans le meilleur moyen, c'est de mettre la position éco qui permet d'avoir le meilleur rendement et la meilleure utilisation de la batterie, et agir sur le levier pour obtenir la position B qui permet de maximiser le freinage et la récupération d'énergie au freinage. En tout cas, le résultat est vraiment bien parce que c'est une auto qui est relativement sobre du point de vue de l'électricité. La batterie est de 15,4 kW de capacité et ça permet de largement alimenter le moteur et d'avoir un comportement relativement dynamique. Alors honnêtement, est-ce qu'il est convaincant ce Lexus UX300E? Tout à fait. Il coche toutes les bonnes cases à peu près. C'est un SUV pour un usage urbain, 100% électrique, souple, premium. On est vraiment très confortable à l'intérieur et c'est un pur produit Lexus. Donc pour ça, c'est une réussite. Alors les temps de recharge pour ce Lexus UX300E sont relativement standards, c'est-à-dire que globalement sur une prise secteur 220 volts, il vous faudra plus d'une dizaine d'heures pour la recharger. Quelques défauts cependant, c'est vrai que l'autonomie peut paraître un petit peu réduite par rapport à la concurrence. À 310 km, nos moyennes ont révélé qu'on était à peu près dans les clous des normes WLTP. L'autre défaut, c'est un manque d'habitabilité à l'arrière. Les places sont quand même assez réduites. C'est vrai que l'emplacement des batteries y est sans doute pour beaucoup. Et le coffre qui est assez petit, on ne peut y caser qu'une grosse valise et 2 sacs de sport en gros. Et puis il faut bien caser aussi les câbles de recharge qui sont au nombre de 2. Le prix, 49 900 €. Alors évidemment, cherchez pas au-delà, on est sous les 50 000 € pile, donc ce Lexus UX300E est éligible à la prime gouvernementale pour les véhicules électriques, ce qui va le placer en concurrence frontale avec quelques concurrents particulièrement convaincants, et notamment le Mercedes EQA qui a une autonomie bien supérieure. Malgré tout, si l'objet était de prouver pour Toyota qu'on est capable de passer de l'hybride au 100% électrique sans aucun problème et avec un produit extrêmement convaincant et premium, là pour le coup, le pari est remporté et très largement. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Et Pauline, nous allons parler maintenant de location de véhicules, mais d'une manière un petit peu particulière et originale. Absolument, car nous accueillons Simon Balderou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Simon. directeur Europe de Getaround, donc on connaît l'ancien Drive-V où on pouvait louer sa voiture à d'autres particuliers pour le week-end. Et là, vous passez l'étape supérieure puisque vous arrivez dans les gares directement face aux grands loueurs dont je ne donnerai pas le nom ici, mais qu'on connaît tous. Oui, exactement. Donc Getaround, c'est effectivement la fusion de Drive-V, l'ancien leader français, et Getaround, le leader aux États-Unis. Donc on est la plus grosse plateforme d'autopartage dans le monde. On est assez connu dans les zones très urbaines, où à Paris, par exemple, on a 4000 véhicules en libre service, donc quasiment autant que ce qu'avait Autolib à l'époque. On est aussi dans toute la France. Et l'idée, c'est de proposer à chacun la possibilité de la liberté de la voiture sans la posséder. Et donc, on veut avoir une présence un peu partout. Et effectivement, on a lancé notre offre dans une vingtaine de gares. Et donc, quand vous partez en voyage, vous pouvez récupérer votre voiture en quelques secondes à la sortie du train. Avec un parcours fluidifié, c'est ça Effectivement, il n'y a pas besoin d'attente. Il n'y a pas besoin d'aller en agence, il n'y a pas besoin de signer de papier. Comment ça marche en fait? Quel est le
l'usage type de votre service? Oui, mais c'est une technologie qu'on a développée qui permet effectivement de faire l'état des lieux avec son téléphone, de réserver avec son téléphone et ensuite d'ouvrir la voiture une fois qu'on a fait son état des lieux. On prend en main le véhicule, on prend les clés qui sont à l'intérieur et on part. Donc en quelques secondes, on a à la fois réservé le véhicule et on peut monter dedans. Et ce, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Plus besoin d'aller chercher les clés dans une petite boîte, de pas forcément trouver la voiture. Exactement, et notamment en gare. Tout le monde connaît le fait d'arriver tard en gare et d'avoir les agences fermées, donc c'est un vrai plus. Il y a de la technologie dans votre service, puisque c'est avec le smartphone que je vais ouvrir la voiture? Exactement, exactement. Comment ça marche? Le principe est qu'on installe un boîtier dans les voitures qui est raccordé à l'ouverture centralisée des portes. Évidemment, il y a tout un système qui permet de faire des états des lieux, de vérifier que c'est bien la personne qui a réservé qui peut ouvrir le véhicule et tout se passe automatiquement. Là, en plus, vous avez fait beaucoup d'annonces ces dernières semaines, puisque notamment, vous avez aussi donc l'envie de passer sur une flotte 100% électrique. Alors ça, c'est en 2030, on ne pourra louer que des voitures électriques chez Getaround. Oui, alors en fait, nous, on se met dans le cadre de ce que les gouvernements et ce que les grandes métropoles annoncent. L'Union européenne a annoncé en juillet qu'à partir de 2035, il n'y aurait plus de vente de véhicules thermiques. Paris, qui est plus agressif, dit en 2024, il n'y aura plus de diesel. En 2030, on ne pourra plus rouler avec du thermique à Paris. Donc on est dans cette mouvance-là. Maintenant, notre mission, elle est assez simple. Il y a 1,5 milliard de véhicules sur Terre. Si on les partageait tous, il n'y aurait besoin que de 300 millions de véhicules, puisqu'un véhicule partagé, ça remplace 5 véhicules individuels. Donc notre mission, il est d'abord de partager les véhicules existants. Et donc les véhicules existants, ils sont aujourd'hui essentiellement thermiques. Maintenant, on va aller dans cette transition électrique avec tout le monde dans les années qui viennent. Et on encourage de plus en plus, évidemment, nos propriétaires de véhicules à mettre davantage de véhicules électriques. Après, vous connaissez les contraintes de l'électrique aujourd'hui, c'est la recharge et les zones de recharge, les batteries et les zones de recharge. Donc on essaye d'accompagner tout le monde dans ce sens-là. Même si, effectivement, comme vous êtes plutôt un service urbain, on peut imaginer que dans les villes, il y a de plus en plus de bornes, même si ce n'est pas le cas partout. Mais ça arrive, petit à petit. C'est vrai, et en même temps, la mission, c'est de remplacer la possession de la voiture. Et donc il y a à la fois des trajets courts, des trajets longs. On doit être capable de proposer tous les types de trajets. Donc il y a des gens qui font des trajets courts, mais il y a aussi des gens qui veulent faire 200, 300, 400 km avec la voiture. Simon Baldero, merci. Vous êtes le directeur Europe de Getaround. Et c'est avec ce sujet que se termine En route pour demain. On sera là, bien sûr, le week-end prochain, vous le savez. Portez-vous bien, Pauline. Vous aussi, François. Et à la semaine week-end prochaine. prochain, bien sûr. Salut à tous. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.